Comment c'est possible, en France, d'être millionnaire et de ne payer absolument aucun impôt sur le revenu? La question n'est pas morale, attention, elle est fiscale et elle est politique. On décortique ce mécanisme ensemble. 13 335, c'est le nombre de foyers fiscaux qui possèdent plus d'1 million d'euros de patrimoine et qui, en 2024, n'ont payé aucun impôt sur le revenu. Et attention, ce chiffre ne sort pas d'un tract militant, il vient tout droit de Bercy, c'est officiel, transmis au Sénat. Alors, comment est-ce possible? Est-ce que ce sont juste quelques cas isolés, une sorte de bug statistique, ou bien est-ce que c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond, de structurel? Et bien sûr, la question finale, si eux ne payent pas, qui paye à la place? Bon, la première explication qu'on entend souvent, c'est celle de l'immobilier. Une vérité, oui, mais une vérité partielle qui, on va le voir, ne raconte qu'une toute petite partie de l'histoire. C'est l'argument classique du retraité de l'île de Ré, ou du propriétaire d'un vieil appartement parisien. Le patrimoine a explosé avec le marché, c'est vrai, mais les revenus, eux, sont restés très modestes. Sur le papier, c'est un millionnaire, mais dans la vie de tous les jours, les liquidités ne sont pas là. Ok, ces situations existent, on ne va pas le nier. Mais regardons les chiffres. Sur plus de 13 000 cas, on en a 3 000 rien qu'à Paris. L'inflation immobilière, à elle seule, ne peut tout simplement pas expliquer l'ampleur d'un tel phénomène. Ça ne colle pas. Et ce n'est pas qu'une intuition. Fabien Dampenon de la CGT Finances Publiques le confirme. Cette situation du retraité, elle reste marginale. Les vraies raisons sont donc ailleurs. Il faut aller chercher au cœur même de notre système fiscal. On y arrive. Le vrai sujet, ce n'est pas la maison de vacances, c'est l'environnement fiscal lui-même. Un paysage immense, complexe, de dispositifs d'optimisation parfaitement légaux. Ce qu'on appelle, plus simplement, les niches fiscales. Sur le papier, les intentions sont souvent louables, bien sûr. On veut encourager l'investissement, soutenir des secteurs clés, financer l'innovation. En principe, qui pourrait être contre? Sauf que la réalité, elle, est un peu différente. Le fiscaliste Karim Sidamed le souligne bien, il en existe des centaines. Et dans la pratique, ce sont les ménages les plus fortunés, ceux qui ont les moyens de se payer les meilleurs conseils, qui peuvent naviguer dans cette jungle et cumuler les dispositifs. Et là, c'est un point absolument crucial, tout ça est parfaitement légal. Ce n'est pas de la fraude fiscale, c'est de l'optimisation. Et à force de déduction, de réduction, de crédit d'impôt, il est mathématiquement possible d'amener son impôt sur le revenu à 0. La frontière entre ce qui est acceptable ou non n'est donc pas judiciaire, elle est purement politique. Allez, on met les mains dans le cambouis. On va voir comment fonctionnent concrètement ces montages au cœur de la machine. Pour un chef d'entreprise, le premier choix est simple. D'un côté, un salaire lourdement taxé, jusqu'à 45%. De l'autre, des dividendes, soumis à la fameuse flat tax de 30%, dont à peine 12,8% comptent pour l'impôt sur le revenu. L'écart est déjà énorme. Mais le véritable outil de maître, c'est la holding. Le schéma est ingénieux. Les bénéfices remontent de l'entreprise vers la holding, et là, magie, ils sont quasiment exonérés d'impôts. Ensuite, le dirigeant se verse des dividendes depuis cette holding en profitant du taux très réduit. On a, en toute légalité, transformé un revenu du travail en revenu du capital, beaucoup moins taxé. L'autre mécanisme clé, c'est ce qu'on appelle l'apport-cession. Normalement, quand on vend son entreprise, on paye un impôt sur la plus-value. Logique. Mais si on apporte ces titres à une holding juste avant la vente, l'imposition est reportée. Et c'est là toute l'astuce. Karim Sidamed l'explique très bien. Ces reports d'imposition, ils peuvent être renouvelés encore et encore. Un report qui dure éternellement, eh bien ça s'appelle tout simplement une exonération. On ne paie jamais. Et pendant ce temps, cet argent, il ne dort pas. Il est réinvesti ou il sert de garantie pour obtenir des prêts personnels. Et comme un emprunt n'est pas un revenu, il n'est pas imposable. Le patrimoine génère donc du pouvoir d'achat bien réel, sans jamais passer par la case impôt sur le revenu. Toute cette ingénierie fiscale a évidemment une conséquence directe. Si certains payent très peu, voire pas du tout, d'autres doivent forcément compenser. Alors, qui paye l'addition? Ce tableau, il est sans appel. Le contraste est saisissant. Le salarié n'a aucun de ces leviers. Son impôt est prélevé à la source, sans alternative. Pour le détenteur de capital, en revanche, c'est un tout autre univers de règles qui s'appliquent. Un univers de choix, de structure, de report. Ce sont bien deux mondes fiscaux qui coexistent. Et un changement politique majeur en 2018 a encore creusé ce fossé. Le remplacement de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. L'ISF donnait à l'administration une vision complète du patrimoine. L'IFI, lui, ne voit que les pierres. La conséquence, comme le souligne Fabien Dampenon,
C'est une perte de connaissances massive pour l'administration fiscale. Ce n'est pas juste une question de recettes en moins, c'est une perte de capacité à suivre et à comprendre comment s'accumule le patrimoine non immobilier. Alors, au final, revenons à notre chiffre de départ, c'est 13 335 cas. Un simple bug? Une anomalie? Ou le résultat tout à fait logique d'un système? La conclusion, elle est assez claire. Ce n'est pas un accident. C'est la conséquence d'une accumulation de décisions, la multiplication des niches, une fiscalité très favorable au capital, des mécanismes de report surpuissants et, pour couronner le tout, la suppression d'outils de contrôle. C'est bien le produit de choix politiques. On le répète, car c'est essentiel, toute l'ingénierie qu'on vient de décrire est légale. La question de la légalité ne se pose donc même pas. Ces mécanismes sont structurés, établis et utilisés en parfaite conformité avec la loi. Non. La véritable question, celle que ce chiffre de 13 335 nous force à poser, c'est une question de justice fiscale. Est-ce juste? Dans un pays où le discours ambiant est celui de l'effort et de la rigueur budgétaire pour le plus grand nombre, la crédibilité de ce discours repose sur un principe qui devrait être fondamental, l'égalité de toutes et tous devant l'impôt.